Chers amis, bonjour, ici Cédric Essermian et je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour ce podcast numéro 6 de 0 à 100K. Je vous rappelle le contexte, c'est que dans mon cas, je suis en train de démarrer une activité de zéro. Donc j'ai 15 ans d'entrepreneuriat et 7 entreprises déjà créées avec beaucoup plus de projets à l'intérieur. Et l'idée, c'est que j'ai l'occasion de démarrer une entreprise, une activité, donc faire la même chose que ce que je fais mais à un autre endroit. Donc c'est un petit peu comme vous, j'ai une expertise à vendre et je vais, avec les États-Unis, avoir besoin de communiquer de zéro, de démarrer cette activité de zéro. J'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas d'abonnés nulle part, j'ai pas de liste de mails, j'ai que dalle, en plus c'est dans une autre langue. Donc vous imaginez le genre de défi. Et donc l'idée, c'est de vous montrer quelles sont les étapes, les coulisses de comment on démarre une activité de zéro et comment on la mène à 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça qu'on fait depuis déjà 5 épisodes. Le 6e aujourd'hui va parler de communication en particulier et exactement par où je commence lorsque je veux communiquer de façon efficiente, de façon simple et efficace, de façon à ce que ça donne envie à mes contacts, à mes prospects de prendre contact avec moi, de prendre rendez-vous, d'acheter mes produits, d'acheter mes services. On va se baser sur 3 étapes ici. La première étape de ce contenu sur la communication, c'est justement quel contenu je choisis de communiquer. Numéro 2, c'est quel est le format avec lequel je vais communiquer, avec lequel je vais proposer des informations. Et enfin, c'est où est-ce que je diffuse, à quel endroit je diffuse, sur quelle plateforme, de quelle façon je diffuse mes contenus. Mais juste avant, il y a un préambule, il y a vraiment une sorte d'avertissement un petit peu générique sur la communication. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion. C'est moins vrai avec le train, mais je crois que l'avion, c'est vraiment le cas le plus typique de l'endroit où vous comprenez absolument rien quand il y a quelqu'un qui parle dans un message qui est diffusé sur un haut-parleur. Vous savez, Ladies and gentlemen, to the gate, please. C'est ok, il y a peut-être un message important, mais j'ai rien compris. Ils mettent des millions dans des avions et ils dépensent des centimes dans les haut-parleurs, c'est un scandale. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est simplement pour illustrer un point assez précis, c'est que communiquer n'est pas uniquement émettre des sons. C'est pas juste envoyer de l'information. Sinon, une bouteille à la mer, ça devient de la communication. Jeter une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur, ça devient communiquer. Ce n'est pas communiquer, ça c'est un acte de désespoir. Si vous voulez mon humble avis là-dessus. Pour moi, communiquer, c'est s'assurer que l'autre en face a compris ce qu'on voulait lui dire. Et ça veut dire aussi que on a passé tous les filtres, on s'est assuré avec du feedback qu'on a passé tous les filtres et toutes les occasions d'interférence entre ce que moi je veux dire, ce que je dis réellement, les interférences qu'il y a entre le son que j'ai émis avec ma bouche et ce qui a été entendu ou lu par la personne en face. Ensuite, il y a ce qu'elle a bien voulu comprendre du message, avec ses propres filtres du message qu'elle a reçu, et il y a ce qu'elle a compris à la fin. Ce qu'il ou elle a compris à la fin. Donc, ça fait beaucoup d'occasions d'avoir des distorsions entre le message, entre l'intention d'émettre un message particulier et le message qui est compris en bout de chaîne. Donc, c'est vraiment super important d'être clair, d'être synthétique. Et la neuroergonomie, donc une science qui est assez récente, nous dit que, et vous l'avez peut-être remarqué dans ces podcasts, lorsque vous voulez partager un sujet, c'est vraiment important d'amener une illustration, une définition, un exemple, une analogie, bref, tout un tas de choses assez simples qui permettent à la personne de dire « Ah ouais, ok, j'ai capté ». Donc, lorsque vous communiquez, assurez-vous d'être le plus simple possible. Ça, c'est vraiment la première chose. Et vraiment le deuxième point qui est hyper important, c'est l'effet lampe torche. Je m'explique. Lorsque vous éclairez quelque part, vous pouvez avoir une grosse lampe torche, une grosse lampe, et pour éclairer cet endroit, vous allez avoir effectivement chercher
à diffuser un faisceau lumineux le plus large possible. Mais lorsque vous êtes, donc si vous voulez éclairer une pièce sombre, par exemple, mais lorsque vous êtes dans le cas où vous êtes au tableau, en train de présenter un PowerPoint sur un écran vidéo projeté à une salle, à un groupe ou peu importe, vous n'utilisez pas une lampe torche pour mettre en valeur ou pour pointer un endroit particulier de la présentation. Vous utilisez un laser. Eh bien, imaginez une grosse lampe torche qui va diffuser de l'information de façon très large. Si vous concentrez sa lumière, vous pouvez littéralement, un laser c'est de la lumière concentrée, vous pouvez couper de l'acier avec. Vous pouvez couper de l'acier avec de la lumière parce qu'elle est suffisamment concentrée. Donc l'efficience dépendamment de l'usage bien sûr, mais l'efficience de la concentration et du focus permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis et de gagner en puissance plutôt que d'être dilué dans beaucoup d'efforts qui est un petit peu perdu à droite, à gauche, alors qu'on voulait juste éclairer cet endroit-là. Souvenez-vous, la lampe torche qui n'éclairera pas un endroit particulier d'une présentation PowerPoint, ou au tableau, on va plutôt utiliser un laser pour ça. Eh bien, dans la communication, c'est exactement ça qu'on cherche à faire. Donc, la lampe torche a vraiment cet inconvénient d'être diffuse par rapport au laser. Et dans le cas de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser. C'est-à-dire que lorsque je communique comme une lampe torche, je vais essayer de communiquer auprès de tout le monde. Sous-entendu, c'est basé sur la croyance de plus je touche de gens, et plus j'ai de chances de trouver des clients. Ça part d'une idée de manque. C'est que si je communique auprès de moins de monde, j'aurai moins de clients. Ça peut sembler du bon sens, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que la communication, ce n'est pas de la mécanique, c'est de la psychologie. Et je vais vous amener un autre exemple un peu plus tard qui... Ok, je vous le dis maintenant. Si vous vous blessez au genou, vous faites du sport avec des amis, vous vous foutez le genou en l'air, vous avez le genou qui enfle, etc. Vous êtes vraiment visiblement fait très très mal, vous vous êtes sérieusement blessé, il y a peut-être des ligaments qui ont sauté, etc., qui sont rompus. Vous avez besoin donc d'une opération. Lorsque vous êtes en convalescence et que vous attendez pour votre opération, est-ce que vous allez consulter un dentiste? Est-ce que vous allez consulter un généraliste? Ou est-ce que vous allez consulter un spécialiste du genou? Évidemment, vous allez consulter un spécialiste du genou pour réparer votre genou, parce que c'est pas aux dents que vous avez mal et vous n'allez jamais filer ça à vous faire opérer le genou par un généraliste qui a surtout une expertise pour identifier des symptômes généraux et rediriger vers les bons experts. Un spécialiste du genou n'opère que des genoux. Il se dit pas « Oh, vous avez mal aux dents, ah, vous avez une opération cardiaque, un pontage à faire, venez, j'ai du temps, je vais pouvoir vous le faire. » Vous n'allez jamais accepter qu'un spécialiste, un chirurgien cardiaque, accepte de réparer votre genou parce qu'il a un peu du temps ou parce qu'il a besoin de se payer ses vacances le mois prochain. La spécialisation crée un très haut niveau de sécurité dans la psychologie inconsciente des gens. Donc si vous vous présentez au public comme un généraliste, si vous présentez en communiquant auprès de « je prends tout le monde, je prends tous ceux qui veulent », sous-entendu parce que j'ai vraiment la dalle et il faut que je bosse, c'est mort. Autant communiquer en disant « Les amis, je cherche des clients. » Ça va donner envie à personne. Je pense que vous avez capté. Donc, moi, ce que je vous propose, plutôt que de communiquer auprès de tout le monde, c'est de communiquer auprès d'une cible précise. Vous avez vraiment besoin de définir exactement auprès de qui vous voulez travailler, auprès de qui vous communiquez. De manière à ce que quand votre com, elle parte, les gens se disent « Ah ouais, c'est exactement moi ça !» Et puis ceux qui ne sont pas concernés, c'est « c'est pas pour moi !» Et au moins, votre communication par elle-même va trier les gens avec qui vous allez bosser parce que votre cible précise. Normalement, vous avez sélectionné les gens avec qui vous avez envie de travailler. Indépendamment de vos besoins financiers, je vous ramène vers l'épisode 4 qui parle de communiquer pour vendre. Une communication qui vend, c'est pas une communication pour vendre. Écoutez l'épisode 4 de ce podcast et vous allez beaucoup plus clairement comprendre comment on fait pour communiquer en débranchant la nécessité de vendre. Et ça rend tout ça beaucoup plus magnétique. Donc, je vous l'ai dit, vous ne voulez pas parler à un généraliste. Vous voulez parler à un spécialiste lorsque vous êtes blessé au genou. Eh bien, pour tout le monde, c'est pareil. Liste.
Un spécialiste, c'est ce que je vous invite à devenir. Donc si vous êtes un professionnel aujourd'hui, vous êtes à votre compte, ne soyez pas un généraliste de votre spécialité. Ne soyez pas un énième praticien en réflexologie plantaire, reiki, sophrologie, naturopathie ou peu importe. Vous êtes juste un généraliste. Si vous êtes « Ah, je suis naturopathe », ok. Les gens savent à peu près ce que vous faites, mais ils n'ont aucun intérêt à ce que vous faites parce qu'ils ne voient pas ce que ça leur apporte à eux. Vous avez besoin d'être un spécialiste de quelque chose pour qu'ils se disent « Ah, ok, c'est pile pour moi ». Ensuite, on a souvent des entreprises qui sont créées sur la base d'une bonne idée. C'est une bonne idée de business, je vais pouvoir faire de l'argent si je vends ce produit ou ce service. Là encore, je vous invite plutôt à aller chercher votre raison d'être. La raison d'être, votre raison d'être, c'est vraiment le truc qui vous prend au trip, qui est la raison profonde pour laquelle vous avez commencé cette entreprise, pour laquelle vous avez démarré cette activité. Cette raison d'être est littéralement le point le plus massif au niveau du message que vous allez porter parce que les gens vont sentir que vous parlez avec vos tripes, avec votre cœur et pas en essayant de leur vendre un truc. Ça va considérablement faciliter les 3 points qu'on va voir maintenant. Alors, j'y vais justement. Point numéro 1 au niveau du contenu. C'est qu'est-ce que je publie? Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste de thèmes à traiter. Moi, j'ai ça dans mon téléphone. J'ai une note qui s'appelle thèmes à traiter. Et c'est une liste avec plein d'idées qui me viennent au fur et à mesure des journées, des semaines, etc. Où il y a mon regard de praticien, de spécialiste, de professionnel, où je vois les erreurs des gens, où je vois les croyances qu'ils ont, etc. Et je note, tiens, il y a telle croyance, il faudrait leur dire ça. Tiens, il y a telle légende urbaine, et ça serait bien de leur rappeler que ça. Tiens, je pense que ça serait intéressant de se positionner clairement à cet endroit-là, d'expliquer, voilà, moi j'ai compris avec mon expérience qu'il y a 3 façons de faire ceci, ou que telle chose se voit en 4 points. Et tout ça, c'est des listes de contenu. Donc, vous cassez pas trop la tête, ah mais qu'est-ce que je raconte? En fait, vous avez plus d'idées que ce que vous croyez, mais vous êtes persuadé que vous savez pas quoi dire. Alors qu'en fait, il y a des centaines et des centaines de choses que vous auriez à dire. J'ai une amie qui publiait tout à l'heure un message en disant bah tiens, avec ma fille, on a eu cette conversation sur ça et du coup j'ai pris conscience et donc je l'ai aidé à prendre conscience de ça et du coup je vous partage l'info à vous aussi. Tiens, peut-être que vous pourriez imaginer que dans tel cas. Voilà. Ce sont des tranches de vie, des choses qui nous arrivent qui font qu'on se retrouve avec une liste de thèmes à traiter. Donc si vous n'avez pas l'occasion de créer un contenu tout de suite, on verra sous quel format dans la partie 2, mais au moins notez dans votre liste de thèmes à traiter quelles sont toutes ces idées où vous pourriez vous dire, tiens, ça pourrait vraiment être une chouette idée de contenu ça. Et donc, quoi dire? Eh bien après, c'est parti avec ça. Numéro 2, le format. Le format selon lequel vous allez diffuser vos contenus. Moi, ce que je vous recommande, c'est quelle est ta préférence. Il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral et d'autres qui sont plus à l'aise à l'écrit. Donc, je pense que c'est déjà un super bon point de départ pour commencer à respecter ce qui est le plus facile pour moi. Je sais bien que tout le monde apprend à l'école qu'il faut avoir la moyenne de partout. Autrement dit, on est tous avec des matières dans lesquelles on est bon et des matières dans lesquelles on est moins bon. Donc, dans les matières dans lesquelles on est bon, on est au-dessus de la moyenne, là, il n'y a pas de problème. Et les matières qui nous saoulent, qu'on n'aime pas ou dans lesquelles on a des difficultés, naturellement, on n'est pas câblé pour ça. On va nous dire, bosse un peu plus, il faut que tu aies la moyenne. Sous-entendu, on a passé toute notre école à se faire dire qu'il fallait qu'on compense nos faiblesses. C'est une grosse connerie. Permettez-moi de vous le dire. Je préfère 1000 fois qu'on focalise sur nos talents et qu'on aille renforcer nos talents. Il y a des endroits où on n'est pas bon, basta. C'est pas la peine d'essayer de compenser, d'avoir la moyenne pour... Bordel, à quoi ça sert d'essayer d'être moyen? Éclatez-vous dans là où vous êtes bon. Moi, je me rappelle, je discutais avec un jeune qui était au collège, il devait être en classe de 4e, et ses 2 parents étaient entrepreneurs. Donc évidemment, ça, je l'ai appris qu'après, mais j'ai compris la nature de la conversation. Et il me dit, ah, mais moi, je suis bon là-dessus, je suis bon en maths, je suis bon en sciences, etc. J'aimerais faire du business. Le gamin, il est en 4e, donc il a 14-15 ans. Il est déjà en train de faire du commerce. Il achète des produits sur eBay et il les revend sur Amazon ou sur... Tu vois, l'autre fois, il me disait, moi, j'ai acheté un drone 100 €, puis là, je suis en train de le revendre 250. Bah ouais, c'est comme ça.
Et il me disait, ben, moi, je prends des cours de soutien de maths. Je dis, c'est marrant parce que tu m'as dit que tu étais bon en maths et que tu aimais ça. Il me dit, oui. Mais mes parents m'ont dit que c'était mieux de renforcer là où j'étais déjà bon pour vraiment avoir une carrière académique puis professionnelle qui soit absolument canon. Ses parents sont tous les deux entrepreneurs, son oncle entrepreneur, etc. Ils ont compris déjà que c'est pas la peine d'essayer de passer sa vie à courir après, à compenser ses faiblesses. C'est beaucoup plus intéressant d'exploiter ses forces naturelles et de s'entraîner là-dessus. Un athlète de haut niveau qui est bon en saut en longueur, on va pas lui demander de faire de l'haltérophilie. Ça n'a aucun sens. Ah oui, mais t'es pas bon en haltéro, donc il faudrait que tu travailles ça. Bien sûr que non. Allons faire de la performance là où on est naturellement bon et développons cette capacité-là. Je pense que vous avez capté. Donc, si vous êtes bon à l'oral, allez-y à l'oral. Vous avez des vidéos que vous pouvez créer et vous avez les podcasts que vous pouvez créer. Si vous êtes meilleur à l'écrit, ça s'appelle des publications, ça s'appelle un blog, ça s'appelle des textes à l'écrit. Rien de bien fou. Si vous êtes mieux avec l'image parce que vous voulez montrer des choses, eh ben montrez. Photos, dessins, allez-y, lâchez-vous. Pourquoi faire comme les autres quand vous avez une spécificité ? Donc au niveau du format, allez-y où c'est le plus naturel, le plus évident, le plus facile, le plus fluide pour vous. Ensuite, troisième point, à quel endroit je diffuse ? Décidément, à quel endroit je diffuse ? Là, ça va dépendre de deux choses. Pour moi, c'est évidemment sur TikTok, on ne va pas diffuser du texte. TikTok, c'est une plateforme de vidéo, donc il y a des plateformes qui sont plus spécialisées, même si maintenant, que ce soit Instagram, Facebook ou plusieurs autres, ou même YouTube font des vidéos short de 60, 90 secondes et plus. Mais moi, j'ai envie de vous dire, allez sur le réseau que tu préfères. Sur le réseau que tu préfères, si tu préfères utiliser Insta, il y a plein de gens qui adorent Instagram, mais j'y arrive pas. J'ai un compte Instagram, je publie un petit peu dessus, mais je n'ai pas d'affinité avec ce réseau. Donc je vais évidemment pas prendre du plaisir à développer une communauté sur ce réseau. Donc le réseau que tu préfères, ça va probablement être une bonne idée d'aller à cet endroit-là en premier. Mais peut-être que c'est pas un réseau en ligne et que c'est un réseau local. Un réseau local, c'est-à-dire pas informatique. Moi, j'ai mon amie Steph, qui est une de nos collaboratrices aussi. Elle n'est pas super motivée par l'idée de développer un gros réseau en ligne. Donc oui, elle communique un peu sur Facebook, mais son vrai réseau, elle l'a développé autour d'elle, autour de chez elle. Elle habite sur un plateau de montagne en plus, dans le Trièves, au sud de Grenoble. C'est pas l'endroit le plus dense et le plus peuplé, mais elle s'en fout en fait, parce qu'elle sent que c'est là où elle a envie d'aller. Et elle m'a laissé un message tout à l'heure. C'est évident que là, ce qu'elle est en train de faire, il y a des gens qui la connaissent, qui la reconnaissent. Elle se retrouve à avoir des gens qui ont trop de travail, qui lui envoient du boulot tout seul. Elle est en train de bâtir un réseau de praticiens autour de chez elle. Ça cartonne. Elle monte une journée d'animation. Elle a 8 personnes alors qu'elle en a à peine parlé. Ça marche parce qu'elle le sentait. C'était là où c'était fluide, normal et naturel. Et elle n'est pas allée sur les réseaux sociaux, informatiques, parce que tout le monde le fait et qu'on lui a dit de le faire. Elle a dit non, moi c'est là où je veux aller. Donc vraiment, soyez conscient que vous avez beaucoup mieux à gagner à vous amuser et à prendre du plaisir plutôt qu'à faire ce que vous êtes censé faire. Pour une raison très simple, c'est que si vous vous amusez et que vous kiffez, les gens vont le sentir. Les personnes qui vont être touchées par votre communication vont sentir que vous êtes en train de vous régaler et ils se disent « c'est tellement rare quelqu'un qui s'amuse qu'ils vont vouloir faire partie, ils vont vouloir monter dans le bateau avec vous. Tout le monde veut faire partie d'une équipe qui gagne. Regardez, à chaque fois qu'il y a eu des champions olympiques français de handball, de judo, derrière les inscriptions explosaient. Pourquoi ? Parce que les gens veulent faire partie de l'équipe qui gagne. Et pour moi, c'est déjà faire partie de l'équipe qui gagne que de s'amuser. Hier, on était sur l'autoroute. On est à Montréal ici en ce moment, au moment où j'enregistre ce podcast. On était sur l'autoroute, on allait chez des amis. La voiture à côté, ma fille derrière, elle dit « Oh maman, regarde !» La dame à côté, elle chante et il y avait une dame dans sa voiture toute seule qui chantait et qui dansait au volant comme ça. Elle était en train de kiffer sa vie au volant toute seule avec la musique. Et ça nous a foutu la banane de voir quelqu'un en train de vibrer et de kiffer son truc sur le moment. Donc,
autorisez-vous à prendre du plaisir, à vous amuser. Dit autrement, comme me l'a dit mon ami Zara un jour, c'est enlever le balai que vous avez enfoncé quelque part. C'est un job que j'ai eu à faire moi-même, donc je me permets d'y aller. Si on s'enlève le balai dans le cul, si on arrête d'essayer d'être sérieux et qu'on commence à s'amuser, à prendre du plaisir, je peux vous garantir que votre niveau de magnétisme dans votre communication va exploser. Exploser. Je vous rappelle aussi que communiquer, pas pour vendre. Vous avez ça dans l'épisode numéro 4 de ce podcast. Il y a un gros sujet à cet endroit-là. Ne manquez pas le virage. Tombez pas dans le piège de communiquer pour vendre, sinon vous allez tout faire foirer. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez envie de peut-être savoir comment est-ce qu'on, au-delà de ce qu'on a vu sur ces 5 premiers épisodes, 6 même, on est sur le 6e, comment est-ce qu'on fait pour développer une entreprise sans la subir? Comment est-ce qu'on peut bâtir un business qui soit équilibré et aligné sur nous? Ça sera dans l'épisode numéro 7 qui sortira la semaine prochaine si vous êtes sur le podcast et qui sortira dans 2-3 jours si vous êtes dans le groupe Facebook. Les 3 piliers d'un business équilibré, ça sera l'épisode numéro 7. J'espère que cet épisode ici, numéro 6, vous a plu aussi. Laissez-moi un commentaire avec ce qui vous a plu, les prises de conscience que vous avez eues, les idées que vous retenez. J'espère que ça vous aura été profitable. Je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. Ciao les amis.